Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et nous avons Emmanuel Razavi, grand reporter à Paris Match, en charge de l'actualité iranienne et auteur de l'ouvrage La face cachée des mollahs, qui est avec nous dans ce studio, le livre noir de la République islamique d'Iran. Merci d'être avec nous. J'hésitais un peu parce qu'on apprend à l'instant qu'un deuxième Français, j'étais en train de lire cette information, est mort au Liban après les bombardements israéliens des derniers jours. Voilà cette information, un deuxième Français donc qui est décédé, et c'est ce qu'on vient d'apprendre auprès du ministère des Affaires étrangères. Emmanuel Razavi, je tenais beaucoup à vous avoir dans ce studio parce que d'abord je voudrais qu'on rebondisse sur ce qu'on disait avec Jules Torres et Paul Melun tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a vu des scènes de liesse en Syrie, des scènes de liesse au Liban, que les États-Unis se sont félicités de la mort de Nasrallah, et que nous en France, on a vu des hommes politiques, on a vu des titres de presse, pour ne pas citer Le Monde, qui a parlé quand même d'un... Ne citons pas Le Monde, surtout pas. Ne citons pas Le Monde, voilà, qui a parlé d'un leader charismatique. Et la France qui dit, oulala, voilà, pas d'invasion d'Israël dans le sud Liban, cessez le feu. Pardon, mais nous aussi on a eu des soldats qui sont morts, des parachutistes, 58 parachutistes français qui sont morts à cause d'un attentat de Nasrallah. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux auditeurs d'Europe 1, pourquoi la France réagit de cette manière ? Je vais vous l'expliquer parce que je l'explique aussi dans mon livre La face cachée des mollahs. C'est que, si vous voulez, depuis 4 décennies, il y a en France un certain nombre de chercheurs, un certain nombre d'universitaires, de conseillers aussi du Quai d'Orsay, on l'a vu avec Sophie Pommier l'année dernière, qui sont absolument fascinés par la cause palestinienne. Alors, c'est leur droit, évidemment. Le problème, c'est qu'ils sont souvent fascinés par les Frères musulmans, qui est une organisation islamiste, qui est quand même le ciment, si vous voulez, du djihadisme contemporain, et que nos diplomates écoutent ces gens-là. Il y a un tissu, si vous voulez, d'ineptie qui est raconté au quotidien, si vous voulez, par des gens qui nous expliquent que le Hamas ou le Hezbollah sont des mouvements, en fait, avec lesquels on peut discuter. Je l'ai encore entendu sur France Télévisions, en fait, l'autre jour. Des mouvements avec lesquels des mouvements, donc, en tout cas, on reconnaît pas que ce sont des mouvements terroristes. Confrères, parlant du Hezbollah. Mais c'est tout le problème. C'est-à-dire que ces gens-là, aujourd'hui, n'appellent pas un chat un chat. Le Hezbollah, vous l'avez rappelé, vous avez parlé, en fait, de l'attentat du Drakkar en 83. C'est une organisation terroriste. Et islamiste. Je vais même aller plus loin. Alors, non seulement islamiste, mais le Hezbollah... On ne le lit nulle part. Alors moi, je vais vous l'expliquer, parce que je connais bien le Hezbollah. Je fais partie des journalistes qui ont fait des reportages sur le Hezbollah, au sud du Liban. Le Hezbollah, c'est la réplique des gardiens de la révolution iraniens. Le Hezbollah a été créé sur ordre de l'ayatollah Khomeini en 1982. C'était une organisation secrète, d'accord, qui s'est fait connaître 3 ans plus tard, en 1985. Le Hezbollah, très clairement, a été créé par des fondateurs, donc sur ordre de Khomeini, des fondateurs du corps des gardiens de la Révolution. Et moi, je peux vous raconter une anecdote. Jeune journaliste au sud Liban, j'entendais parler le persan. Je suis d'origine iranienne, donc je comprends évidemment le persan. Et je me dis, mais mince, on est dans un pays, en fait, on est supposé parler l'arabe. J'entends parler, en fait, le farsi, le persan. C'était des gardiens de la Révolution qui encadraient, en fait, des miliciens, enfin des djihadistes du Hezbollah. Donc moi j'appelle un chat, c'est une organisation terroriste, ce n'est pas un proxy comme on l'entend dire sans arrêt, c'est une fabrication, c'est la réplique si vous voulez du corps des gardiens de la Révolution au Liban. Au-delà de ça, Emmanuel Razavi, si on veut rester sur le Hezbollah, puisqu'on y est, c'est quoi ? C'est un groupe qui blanchit de l'argent, qui est responsable d'attentats. Enfin, disons les choses très simplement pour les auditeurs d'Europe 1. Il y a un rapport de la DEA, vous savez, cette organisation en fait du département d'État américain qui trace notamment en fait les flux mafieux. La DEA dit que les réformateurs iraniens, le Hezbollah et le corps des gardiens de la Révolution, tiennent un trafic de drogue à échelle mondiale qui en fait le premier cartel mafieux au monde. Le Hezbollah est le premier cartel mafieux au monde. Avec la République islamique d'Iran et les gardiens de la Révolution. Et ce que fait Israël en ce moment, c'est assez intéressant parce que, pareil, on n'en parle pas assez, je vous remercie de m'inviter d'ailleurs pour en parler, c'est que en sapant les bases en fait du Hezbollah, mais aussi en fait des gardiens de la Révolution. Vous avez vu qu'il y a des responsables, des hauts gradés des gardiens de la Révolution qui ont été tués aussi en fait au Liban. Ils sont en train de casser en fait la pompe à financement parce que ces gens-là sont tiennent les clés si vous voulez du trafic de drogue qui est commis, si je puis dire, en partenariat avec les cartels colombiens ou vénézuéliens ou mexicains. Donc en fait, Israël en ce moment est en train en fait de réduire à néant ce qu'est le Hezbollah.
de faire très mal à la République islamique d'Iran, parce que ce trafic de drogue, ça génère en fait des milliards, il faut le comprendre. La DEA parle d'au moins 100 milliards en fait depuis 30 ans, c'est énorme. Et une partie de cet argent, on dit que le Hezbollah est financé par l'Iran, mais le Hezbollah contribue aussi à financer en fait de l'armement iranien, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, en fait, Israël est en train de nettoyer, est en train de nettoyer pour nous. Bah, écoutez, Israël est en train de faire le job des démocraties. On est d'accord, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Écoutez, je connais bien Israël. Elle est en train de faire le travail pour les autres démocraties. Je vais remettre les choses à niveau parce que, pas pour vous, mais j'entends pour d'autres, des chercheurs ou des confrères dont je parlais. Mais, vous voyez bien, je suis d'origine iranienne. Les Iraniens, la population iranienne en général, considère qu'Israël est une démocratie. Lorsque, si vous voulez, il y a eu le pogrom du 7 octobre, les jeunes Iraniens sur les réseaux sociaux disaient qu'ils soutenaient Israël, qu'ils ne partageaient pas du tout ce que faisait en fait le régime iranien. Donc ça, il faut l'entendre. Les jeunes Iraniens demandent depuis des années, ils ont fait des manifestations à Téhéran, à Ispahan, pour demander à ce que le régime de Téhéran arrête de financer le Hezbollah. Excusez-moi, on vit dans un monde, je dirais, où les réalités sont un peu inversées dans la communauté, en tout cas scientifique, en tout cas universitaire, dans le domaine de la géopolitique, à part quelques-uns en France. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, il y a une fascination pour ces milices terroristes, il faut les appeler comme elles sont. Pourquoi ? Mais comment vous pouvez l'expliquer ? La vraie question, c'est pourquoi, en effet. Et comment vous expliquez ça, cette fascination je peux vous raconter pour l'Iran et le Hezbollah, c'est très simple. Quand Khomeini en fait a commencé à se faire connaître des médias internationaux, c'était au début des années 70, quelques années avant la révolution iranienne, il a compris deux choses. Il a compris qu'il fallait instrumentaliser la cause palestinienne. C'est comme ça qu'il s'est rapproché de Yasser Arafat, parce qu'il a compris que cette cause palestinienne était très bankable, je sais pas comment dire autrement, auprès des mouvements révolutionnaires d'extrême gauche et également auprès d'une certaine presse de gauche. Et donc, il a commencé à diffuser un discours qui était un discours évidemment révolutionnaire islamiste pour l'Iran, mais aussi un discours qui était pro-palestinien. Et c'est comme ça que peu à peu, en fait, il a pris attache, si vous voulez, avec des intellectuels. À fin 78, je vous l'apprends pas, Khomeini était en France, en exil. Il prend attache avec Jean-Paul Sartre, avec Michel Foucault, le philosophe. Sartre fait partie à l'époque de son comité de soutien. Pas moi qui l'invente, c'est une réalité. D'accord ? Et Khomeini comprend en fait qu'il faut pénétrer ce tissu à la fois d'extrême gauche universitaire, d'accord, et intellectuel, c'est-à-dire le monde journalistique. Et à Neauphle-le-Château, c'est une succession, si vous voulez, de gens. Alors, il y a parmi eux, il y a des acteurs, vous avez des journalistes, vous avez donc, des intellectuels dont je parle, et qui vont encenser, si vous voulez, le régime, ce qui va devenir... On a laissé faire, nous, en France, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des drapeaux palestiniens, notamment LFI, qui reprend la cause palestinienne, et on voit des jeunes avec des drapeaux palestiniens, ils ne savent même pas ce qui se passe d'une part, vous avez réellement au Proche-Orient. D'une part, vous avez raison, mais ce qui est terrible, moi, je peux vous raconter une chose qui m'est arrivée depuis la mort d'Hassan Nasrallah. J'ai reçu, en fait, plein de messages d'Iran, de gens, y compris un, d'ailleurs, dont je parle dans mon livre, qui travaille pour le régime iranien, qui m'ont dit « Dieu bénisse Israël ». C'est assez intéressant, non ? En Iran, Dieu. En Iran. Et je peux vous dire que ces mêmes personnes, ces Iraniens, ne comprennent pas ce qui se passe depuis des mois à la Sorbonne ou à Sciences Po. Ils ne comprennent pas qu'en France, on est des jeunes qui soutiennent des organisations terroristes. Mais nous non plus, on ne comprend pas vraiment. Alors qu'eux veulent s'en débarrasser. Non, mais nous aussi, on ne comprend pas vraiment. Non, ils sont dans l'imaginaire, c'était très bien décrit, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais il est vrai que à Sciences Po aujourd'hui, vous avez les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de Jean-Paul Sartre, de gens qui pensent que les terroristes du Hamas ou du Hezbollah sont les nouveaux damnés de la terre, sont des victimes, sont des Robins des Bois, etc. Et utilisent l'émoi légitime des peuples occidentaux pour les populations civiles là-bas, pour faire passer des messages politiques, dont certains flirtent avec l'antisémitisme. Et ça, aujourd'hui, ça fait partie aussi de l'agenda, effectivement, politique des dirigeants du Hamas ou du Hezbollah ou des Mollahs, d'infuser dans l'esprit des jeunes Européens ou des jeunes Occidentaux toute la propagande qui est véhiculée par l'islamisme, notamment d'ailleurs en parlant d'islamophobie, dès lors que vous critiquez l'islam politique. Comment a-t-on laissé faire ? Par couardise, par lâcheté. C'est un problème politique, c'est-à-dire que les gouvernements qui se sont succédés ont été, comme vous l'avez dit, ont été couards, mais encore une fois, parce qu'il y a aussi un certain nombre de conseillers, si vous voulez, qui sont issus... j'ai un diplôme de Sciences Po, je ne vais pas trop critiquer Sciences Po, mais la réalité, c'est que des gens qui sont issus de ces univers, de ces milieux-là, si vous voulez, se sont retrouvés
à distribuer un récit. C'est important. C'est exactement la même chose qui s'est passé en 78, en fait, à Paris avec Khomeini, en termes de récit, que ce qui se passe depuis 1 an pour Israël, si vous voulez, avec le Hamas. Peu importe qu'on raconte des mensonges, peu importe qu'on diffuse un récit qui est totalement construit, il y aura toujours des gens, en fait, pour le croire. Notamment des intellectuels. Gens, hein. Pardon, mais il y a aussi une stratégie, notamment de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, de flatter bien sûr, certain électorat. Les législatives, ça n'a été que ça, la campagne des législatives. L'électorat musulman, parce que tous les musulmans ne sont pas des islamistes radicaux, mais Jean-Luc Mélenchon veut flatter cet électorat. Donc quand il parle de l'assassinat d'Hassan Nasrallah, il flatte cet électorat. Quand, non pas il loue, mais il défend quasiment le Hamas et le Hezbollah, il loue cette partie de l'électorat. Et évidemment, vous l'avez rappelé, pendant la campagne des européennes et des législatives, il n'a cessé de flatter cet électorat dans sa stratégie de premier tour, c'est-à-dire il cherche 400 000 électeurs qui sont issus des banlieues, 400 000 électeurs qui sont en gros, selon lui, des jeunes, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est François Ruffin, qui sont selon lui des jeunes musulmans issus des minorités. Donc on a bien compris que Jean-Luc Mélenchon, il cherchait cet électorat-là. On a vu aussi, peut-être je voudrais que vous entendre réagir, un rassemblement aujourd'hui pour le Liban. Pour la population, pour le Liban, effectivement, attendez, on est à Paris, hein, et la Palestine. On était place de la République, drapeau de la CGT, drapeau palestinien, drapeau du Liban. En fait, mais LGBT on ne sait même aussi, pas. Sans doute. Peut-être. On ne m'a pas fait remonter cette information, cher Jules. Mais vous croyez que c'est un hasard ? Non, mais alors justement, expliquez aux auditeurs d'Europe 1, moi je comprends pas. Moi je suis comme tout le monde, je ne comprends pas. Il y a depuis 45 Emmanuel ans, Razavi. depuis la venue de l'ayatollah Khomeini en France, des liens qui se sont créés, qui se sont forgés entre un certain nombre de réseaux en fait islamistes liés à la République islamique d'Iran, d'accord, et aux organisations aussi palestiniennes. Je pense notamment en fait au FPLP, au djihad islamique et l'extrême gauche française. Pas que l'extrême gauche française, c'est vrai aussi en Espagne, c'est vrai en fait dans plusieurs pays, dans plusieurs pays d'Europe. Khomeini, je vous le disais tout à l'heure, a compris une chose. Et c'est important en fait de l'avoir à l'esprit aujourd'hui parce que c'est vraiment d'actualité. C'était qu'il fallait se rapprocher de mouvements d'extrême gauche parce qu'ils partageaient plusieurs points de vue, plusieurs combats. Il y avait l'antisémitisme, il y avait la cause palestinienne notamment et l'anti-impérialisme. Par anti-impérialisme, il faut entendre anti-occidentalisme, anti-capitalisme, d'accord. Et donc ces gens d'extrême gauche sont devenus en fait les imbéciles heureux ou les idiots utiles, si vous voulez, de la République islamique d'Iran et de ses proxys qui sont présents en France, comme le FPLP palestinien. Voilà, pourquoi a-t-on laissé faire par couardise, par lâcheté? On aura l'occasion d'en reparler. Merci infiniment. Merci à vous. Emmanuel Razavi, grand reporter à Paris Match, en charge de l'actualité iranienne et auteur de l'ouvrage La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, d'avoir été avec nous. C'était trop court, hein. Moi j'aurais adoré que vous restiez, mais vous avez des obligations. Vous avez des obligations, évidemment. On va reparler dans un instant de Gérald Darmanin. Tout autre chose, en attendant que le ministre des Affaires étrangères arrive au Liban, de Gérald Darmanin qui crée son mouvement. Quel est le signal envoyé? Je vous signale également que le président Nicolas Sarkozy réserve sa première prise de parole depuis l'annonce du nouveau gouvernement à CNews et Europe 1. Demain, de 8h à 9h, Nicolas Sarkozy qui répondra aux questions que se posent les Français. Il est en direct et en exclusivité sur CNews et Europe 1. Il est 19h46.